Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle lecture. Aujourd'hui, je vous propose un texte d'un auteur russe pas très connu qui s'appelle Konstantin Paustovsky. Et donc c'est un auteur qui avait 25 ans pendant la révolution soviétique et la nouvelle que je vais vous lire aujourd'hui se situe dans le courant de la Seconde Guerre mondiale. Alors, il existe quelques éditions en France de cet auteur, assez peu. J'ai choisi cette nouvelle parce que, pour plusieurs raisons. La, la première, c'est que je la trouve très belle. C'est une nouvelle d'un type naturaliste qui pour moi, exprime assez bien l'atmosphère particulière des villes et des villages russes pour les quelques fois où j'ai pu me retrouver dans ce pays, au contact de ces villes et villages de province. Il y a un charme particulier dans ces forêts de bouleaux, dans ces grands ciels, et il y a en même temps toujours une forme de mélancolie qui est liée bien sûr à la mentalité, à la vie des gens, mais qui est aussi beaucoup liée au paysage. Moi, je retrouve cette mélancolie aussi en Finlande, et la Finlande, c'est quand même très très proche. Vous voyez, la Carélie qui appartient à la Russie, c'était un bout de la Finlande auparavant. Et il y a quelque chose dans ces grandes forêts de sapins, de bouleaux, dans ces immenses étendues, ces grands ciels, ces silences aussi, qui me touchent beaucoup. Voilà. Et j'ai trouvé que dans, dans sa façon de les peindre, à Konstantin Paustovsky, j'ai retrouvé ce que moi j'ai ressenti quand je me trouve là-bas, au contact de cette nature. J'ai un rapport très particulier avec cette nature-là. J'ai la seule fois au monde dans ma vie où, à un moment donné, un sentiment d'appartenance profond m'a saisi, d'appartenance géographique profonde m'a saisi, ça a été en Russie. Je me trouvais sur le lac Ladoga en train de naviguer. Il était à peu près 2-3 heures du matin, vers le mois de juin, donc à cette période on a une forme de luminosité qu'on appelle les nuits blanches là-bas. J'étais là, tout seul sur le pont du bateau, et j'ai été saisi d'un sentiment extrêmement profond où je me suis dit, ici je suis chez moi. Un chez moi qui faisait résonner un immense calme. Comme si d'un seul coup, on était rentré chez soi, complètement apaisé. Toutes les angoisses de la vie ont disparu. Et on est d'une disponibilité incroyable au monde. Voilà, ça n'a pas duré très longtemps. Ça a été un court moment. Mais ce moment-là, je ne l'ai vécu que en Russie. Il se trouve que j'ai des origines russes. Mon grand-père maternel était russe. Et donc c'est tout à fait étonnant que j'ai pu à ce point être sensible à cette chose qui m'agace un peu, qu'on appelle l'âme russe. Mais bon, il faut bien admettre que certainement ça existe. Moi j'ai travaillé quelques années en Russie, et je me souviens que lors d'un voyage, l'équipe avec laquelle je travaillais, moi j'avais rien dit, je ne parlais pas de mes origines, je ne disais pas que j'étais russe, on parlait en anglais, mais pas en russe. Et d'ailleurs je ne parle pas le russe, je ne l'ai pas appris, peut-être parce que ma mère était prof de russe et que par justement cette raison-là, j'avais besoin, moi, de mettre un petit peu de distance. Mais bref, voilà, mes collègues en Russie, je me souviens d'une collègue qui me dit, oh, mais tu peux bien nous dire tout ce que tu veux, toi, t'es russe, je le sais. Je dis, mais c'est de quoi je suis russe? Pourquoi je suis russe? Ah, c'est comme ça, t'es russe. Bon, voilà, ils sont très comme ça. Bref, j'ai un sentiment très fort vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis de ses paysages, vis-à-vis de sa nature. Et je l'ai un peu retrouvé là, dans l'évocation en arrière-plan, parce que ce n'est pas le sujet de la nouvelle. Le sujet, c'est une rencontre, vous allez le voir. Mais voilà, en arrière-plan de cette rencontre, il y a toute une description que je trouve très belle et qui me touche beaucoup. Voilà,
Donc ça fait déjà deux raisons importantes de vous lire ce livre, et puis, enfin ce livre, cette petite nouvelle, et puis eh ben, je vais le faire aussi pour, comme un clin d'œil à ma mère qui lorsqu'elle était prof de russe au lycée, utilisait ce texte avec ses élèves pour les sensibiliser à la littérature russe. Et puis après, elle leur faisait travailler des textes de Dostoïevski, Tolstoï, Turgenev, Akhmatova également. La nouvelle s'intitule La neige. Un mois à peine après l'arrivée de sa locataire, le vieux Potapov mourut subitement. Ainsi, la jeune femme resta seule avec sa fillette, Varia, et la vieille Nounou. La modeste maisonnette, composée de 3 pièces, était perchée au sommet d'une colline à la sortie de la ville. Au-dessous coulait la rivière aux eaux froides et verdâtres. Derrière la maison, un jardin sauvage s'effeuillait lentement. Plus loin, s'étendait un bois de bouleaux blancs où, du matin au soir, des nuées de choucas voltaient au-dessus des cimes dénudées et remplissaient l'air de leurs cris stridents, présage de malheur. Après l'agitation de Moscou, il semblait impossible à Tatiana de s'habituer à la petite ville endormie, à ses maisonnettes vétustes, aux portillons grinçants et surtout aux soirées interminables, lorsque pour tout bruit on n'entendait que le grésillement de la mèche d'une lampe à pétrole. Que j'ai été sotte, se disait-elle. Pourquoi avoir quitté Moscou, le théâtre, les amis? J'aurais dû envoyer la petite chez sa tante à Pouchkino, où elle aurait été en sécurité, et moi j'aurais pu rester à Moscou, mon Dieu. Quelle bêtise j'ai faite. Mais le retour à Moscou était désormais impossible. Tatiana se résigna. Elle décida de chanter pour les blessés dans les hôpitaux de la ville, occupation qui la sauvait de l'ennui. Lorsque vint l'hiver et que les rues disparurent sous une égale couche de neige, la petite ville trouva plus facilement grâce aux yeux de la jeune femme. Les journées se suivaient, douces et grises, un peu mélancoliques. La rivière n'était pas encore prise par les glaces, et ses eaux vertes et rapides exhalaient des vapeurs blanchâtres. La cantatrice finit par s'habituer à la ville, à la maisonnette, qui était devenue son foyer. Un piano désaccordé et au mur des photographies des croiseurs de type ancien faisaient partie de cet univers. Le vieux Potapov avait été jadis mécanicien de bord. Sur sa table de travail, recouverte d'un drap vert usé, il y avait encore une maquette du croiseur Gromoboy sur lequel il avait servi. Il était interdit à la petite Varia de toucher à ce bibelot, comme d'ailleurs à rien dans la maison. Tatiana n'ignorait pas que le vieux Potapov avait un fils, un marin qui servait dans la flotte de la mer Noire et dont la photographie, placée près de la maquette du croiseur, ornait la table de travail. Souvent la jeune femme la regardait en fronçant ses fins sourcils. Il lui semblait avoir vu ce visage dans sa jeunesse, bien avant son malheureux mariage. Mais où et quand? À son tour, le marin la regardait de ses yeux calmes et souriants. « Eh bien, semblait-il dire, vous ne vous souvenez toujours pas de notre rencontre ?» ?»« Non, je m'en souviens pas, répondait Tatiana. « Maman, criait Varia de la pièce voisine, avec qui tu parles? Avec le piano, disait la mère en riant. Au début de l'hiver, plusieurs lettres, dont l'adresse était écrite de la même main, arrivèrent pour le vieux Potapov. La jeune femme en examinait attentivement l'écriture et mettait les lettres en pile sur la table de travail. Une nuit, elle se réveilla brusquement. Amoncelé derrière la vitre, la neige scintillait doucement, éclairant la chambre. Le chat Archip, recueilli par la jeune femme en souvenir du vieux Potapov, sommeillait sur le canapé. Jetant sa robe de chambre sur ses épaules, Tatiana passa dans le bureau. Elle s'approcha de la fenêtre. Un oiseau effarouché s'envola brusquement en secouant la branche, d'où une couche de neige tomba mollement et sans bruit. Tatiana alluma une bougie. La langue de flamme s'éleva immobile dans l'air calme de la pièce. Elle regarda longuement cette lumière, s'assit, retira au hasard une lettre de la pile et la décacheta. « Mon cher vieux papa, voilà 1 mois que je suis à l'hôpital. La blessure n'est pas grave. Elle est d'ailleurs en train de se refermer, donc il ne faut pas t'affoler, ni fumer cigarette sur cigarette. Je t'en supplie, sois raisonnable. » « Je te vois, lisait-elle. Je te vois, toi, la ville, notre maison, mais tout ça est loin, dans un autre monde. Je ferme les yeux et je pénètre dans le jardin. C'est l'hiver, tout est couvert de neige. Les branches du lilas plient sous son poids.
Mais quelqu'un a tracé un sentier de la tonnelle à la maison. J'entre dans les pièces où crépitent les poêles, où se répandent l'odeur douce du bouleau. Tu as enfin fait accorder le piano et garni les bougeoirs avec les bougies jaunes que je t'ai rapportées de Leningrad. Sur le piano, il y a toujours la même partition, l'ouverture de la Dame de pique, et la même chanson pour les rivages de ton pays. La clochette de la porte fonctionne-t-elle? Je n'ai pas eu le temps de la réparer. Verrai-je encore tout cela? Le jour de mon arrivée, me laverai-je les mains avec de l'eau du broc bleu foncé? Si tu savais comme de loin je me suis pris à aimer tout ça. Même pendant les combats, je n'ai cessé d'y penser. Et ce n'était pas seulement le pays que je défendais, mais aussi notre petit coin. Toi, le jardin, nos gamins aux mèches folles et les bouleaux de l'autre côté de la rivière, et même le chat Archip. Te moque pas de moi, papa, ne hoche pas la tête. Peut-être m'accordera-t-on, après la sortie de l'hôpital, une courte permission, mais rien n'est moins sûr, et tu ferais mieux de ne pas compter là-dessus. Tatiana demeura longtemps immobile, les yeux largement ouverts et fixés sur la fenêtre, sur le jardin paisible et le ciel bleu sombre que l'aube commençait à pâlir. Elle pensait à cet homme inconnu, à l'homme calme qui pouvait arriver à l'improviste et qui souffrirait de rencontrer des étrangers dans sa maison et de ne pas y retrouver les choses qu'il aimait. Le lendemain, elle demanda à Varia de tracer, avec la pelle de bois, un sentier dans la neige vers la tonnelle qui se dressait au bord du ravin. C'était un petit bâtiment délabré dont les colonnettes de bois envahies par le lichen paraissaient toutes grises de vétusté. Puis elle entreprit de réparer elle-même la clochette d'entrée, ornée d'une inscription « Je suis suspendu à la porte, tire-moi bien fort ». Légèrement effleurée, la clochette rendit un son cristallin et le chat Archip, dressant les oreilles, quitta majestueusement la pièce, vexé sans doute par ce tintement qu'il jugea insolent. Plus tard dans la journée, Tatiana, les yeux assombris par l'émotion, les joues vermeilles, ramena de la ville un vieil accordeur de piano qui, outre les instruments de musique, réparait les poupées, les lampes et les réchauds à pétrole. Il déclara que le piano, bien que vieux, était encore assez bon, ce que la jeune femme savait déjà. En fouillant dans un tiroir, elle y découvrit un paquet de bougies en forme de colonne torse. Le soir, elle en fixa 2 dans les bougeoirs du piano, les alluma, se pencha sur les touches, et la maisonnette se remplit de sons. Alors Varia n'y tint plus. « Pourquoi tu touches à tout » dit-elle indignée. « À moi, tu ne le permets pas. Et tu touches toi-même à toutes les affaires, à la clochette, aux bougies, au piano. Et puis tu joues de la musique, qui n'est pas à toi en plus. » Je peux toucher à tout parce que je suis une grande personne, répondit la jeune femme en riant. Mais Varia, qui la dévisageait avec méfiance, fronça ses sourcils blonds. Il est vrai qu'à ce moment, sa mère n'avait rien d'une grande personne. Elle ressemblait plutôt à la jeune fille aux cheveux clairs qui avait perdu sa pantoufle de verre dans un château. Encore dans le train, le lieutenant Nicolas Potapov calcula que la durée du voyage absorberait la plus grande partie de sa permission et qu'il ne pourrait guère passer plus de 24 heures auprès de son père. Le train arriva dans la ville au début de l'après-midi. Abordant le jeune homme, le chef de gare, un vieil ami, l'amena dans son bureau où il lui apprit sans embâge que son père était mort depuis 1 mois et sa maison occupée par une cantatrice de Moscou avec sa fille. Des réfugiés, précisa-t-il. Potapov gardait le silence, fixant la fenêtre, derrière laquelle couraient à la recherche d'eau chaude des voyageurs munis de bouilloires, vêtus de vestes fourrées et chaussés de bottes de feutre. Son cœur battait à coups très lents, et la tête lui tournait. « Oui, quel malheur » murmura le chef de gare. « C'était un bien brave homme. Il n'a pas eu la chance de vous revoir. » « À quelle heure y a-t-il un train pour repartir » demanda l'officier. « À 5 heures du matin. » Et après un silence gêné, le chef de gare ajouta « Vous n'avez qu'à rester ici, ma femme vous donnera du thé, vous fera à manger. Pourquoi iriez-vous chez vous ?»« Je vous remercie » murmura Potapov. Il sortit, oubliant sa valise, dans le bureau du chef de gare, et celui-ci le regarda s'éloigner en hochant la tête. L'officier traversa la ville enneigée et s'arrêta sur la berge de la rivière que surplombait un ciel bas et lugubre. Entre le ciel et la terre, la neige tombait lentement, oblique. Des choucas se promenaient gravement sur la route picorant du fumier durci. Insensiblement, le crépuscule descendait et le vent glacial qui soufflait de la rive opposée, redoublant de force, vous faisait monter les larmes aux yeux.
Et voilà, se dit Potapov, je suis arrivé trop tard. Tout ici m'est devenu étranger. La ville, cette rivière, la maison. Il jeta un regard vers la colline qui surmontait la rivière. À son sommet, il peut distinguer le jardin immobile sous la neige et la sombre silhouette de la maison. De la cheminée sortait un filet de fumée que le vent emportait vers le bois de bouleau. Presque malgré lui, Potapov alla lentement dans cette direction. Bien que décidé à ne pas entrer dans la maison, il ne voulait qu'en longer la palissade, faire tout au plus quelques pas dans le jardin, revoir la vieille tonnelle. L'idée que des étrangers, des gens inconnus et indifférents habitaient maintenant sous son toit lui était insupportable. Pourquoi souffrir? Mieux valait ne rien voir, partir au plus vite, essayer d'oublier. Oui, c'est ainsi, se dit-il. La vie se charge de couper vos liens avec le passé, de vous mûrir, de vous donner ce regard sévère et froid qu'ont les adultes. Le crépuscule s'était épaissi lorsqu'il arriva à la maison. Il poussa le portillon avec précaution, mais ne put l'empêcher de grincer. Le jardin, tout blanc, tressaillit de surprise et des couches de neige tombèrent des branches avec un bruit mat. Par un sentier, ouvert entre deux murailles blanches, il avança prudemment, entra dans la tonnelle et posa ses mains sur la balustrade usée. Au loin, derrière le bois, le ciel rosissait vaguement, éclairé sans doute par la lune qui se levait, invisible, derrière les nuages. Il respira profondément l'air glacial, enleva sa casquette, passa ses mains dans ses cheveux. Le silence était absolu. On n'entendait au bas de la colline que le tintement des seaux vides dans lesquels les femmes allaient chercher de l'eau à la rivière où l'on avait creusé un trou dans la glace. Il s'accouda à la balustrade, serrant sa tête entre ses mains. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il. À ce moment, quelqu'un lui toucha doucement l'épaule. Se retournant, il vit le visage pâle et sévère d'une jeune femme. Un fichu douillet lui enveloppait la tête. Elle le regardait en silence, et des flocons de neige fondaient lentement sur ses joues. « Couvrez-vous, dit-elle à voix basse, vous allez prendre froid, et venez à la maison, il ne faut pas rester ici tout seul. » Il ne répondit pas. La jeune femme le prit par la main et le conduisit le long du sentier. Arrivé au perron, il s'arrêta, ne pouvant ni avancer ni respirer. Une crampe lui serrait la gorge. « Ce n'est rien, dit la jeune femme doucement. Ça passera tout de suite. Surtout, faites pas attention à moi. » Elle tapa contre les marches avec ses bottes de feutre pour en enlever la neige, et aussitôt, comme en réponse à un appel, la clochette tinta joyeusement dans l'entrée. L'officier ferma les yeux et respira profondément. Il pénétra dans la maison, bredouillant des paroles confuses, enleva son manteau et s'arrêta frappé par le léger parfum de bouleau brûlé. Le chat Archip, étendu sur le canapé, bâillait avec indifférence. Près du canapé, une petite fille coiffée de nattes serrées contemplait d'un regard intéressé non le visage de l'officier, mais les galons dorés sur ses manches. « Venez, dit encore Tatiana, et elle conduisit Potapov à la cuisine où l'attendait un broc bleu foncé rempli d'eau fraîche et un essuie-main en toile brodé de feuilles de chêne que l'officier connaissait depuis toujours. La jeune femme le laissa seul. Mais aussitôt la fillette arriva en courant, apportant un pain de savon. Elle regarda Potapov enlever sa veste et faire une toilette sommaire. « Dis-moi, ta maman, qui est-ce » demanda-t-il en rougissant légèrement. Sa gêne ne s'était pas encore dissipée et il n'avait posé cette question que pour dire quelque chose. « Elle se croit une grande personne, chuchota la fillette mystérieusement, mais c'est pas vrai. Elle est toute petite, encore pire que moi. » Pourquoi ? Mais la fillette se sauva, en riant. Pendant toute la soirée, l'officier ne put se défaire de l'impression de vivre un rêve, tissé de souvenirs légers mais denses. Tout dans la maison respirait le passé, sa fugitive jeunesse, tout, à commencer par la musique éparpillée sur le piano, les bougies torses qui, en grésillant, répandaient dans le petit bureau une faible lueur, et jusqu'à la pile de ses propres lettres qui étaient placées sous la boîte à compas, là où les mettait toujours son père. Après le thé, Tatiana l'accompagna sur la tombe de son père, creusée à l'orée du bois. La lune, entourée d'un halo, était maintenant levée. Les ombres légères des bouleaux se dessinaient sur la neige bleuâtre. Plus tard dans la soirée, assise au piano et effleurant doucement les touches, la jeune femme se tourna vers lui et lui dit «
C'est étrange, il me semble vous avoir déjà rencontré. Peut-être, dit-il. Il ne quittait pas des yeux le visage de Tatiana, dont une partie seulement était éclairée par la lueur des bougies. Il se leva, fit quelques pas dans la pièce, puis s'arrêtant devant elle, « Non, dit-il d'une voix sourde, le souvenir m'échappe. » Elle lui jeta un regard bref, mais s'abstint de toute réponse. Couché sur le lit qu'on lui avait dressé dans le bureau, Potapov ne dormait pas. Chaque minute passée dans cette maison, et qui faisait durer le rêve, lui était précieuse. Il ne voulait en perdre aucune. Étendu, il écoutait les pas furtifs du chat, le tic-tac de l'horloge et le chuchotement qui lui parvenait de la pièce voisine. Il croyait reconnaître la voix de Tatiana parlant avec la nounou, puis les voix se turent, la nounou était sans doute partie, mais il continuait à voir un rai de lumière sous la porte et à entendre le froissement des pages qu'on tourne. Sans doute ne se couchait-elle pas, craignant de manquer l'heure du train. Il mourait d'envie de l'appeler, de lui dire qu'il ne dormait pas non plus, mais il n'osait pas élever la voix. Lorsque, à 4 heures du matin, Tatiana entr'ouvrit la porte, elle l'appela à voix basse. Il fit semblant de se réveiller. « C'est l'heure, murmura-t-elle. Il est temps de vous lever. Quel dommage de ne pas vous laisser dormir. » À travers la ville nocturne, elle l'accompagna à la gare. La neige continuait à tomber à gros flocons. Ils se dirent adieu après le deuxième coup de cloche. Lui tendant ses deux mains, « Vous allez m'écrire, dit la jeune femme. Il y a maintenant comme un lien de parenté entre nous, n'est-ce pas ? Pour toute réponse, il inclina la tête. Quelques jours plus tard, Tatiana reçut une lettre de l'officier. « Je me souviens parfaitement de notre première rencontre, écrivait-il, mais là-bas à la maison, je ne voulais pas vous en parler. Vous vous rappelez la Crimée, en 1929 ? C'était l'automne. La mer était pâle et le ciel voilé. De vieux platanes bordaient la route d'Oréana, que je suivais en flânant. Au bord de la route, sur un banc, j'aperçus une jeune fille. Une enfant, elle avait guère plus de 16 ans. Elle se leva et vint à ma rencontre, et lorsque nous nous croisâmes, je la regardais. Elle allait d'un pas vif et léger, tenant un livre ouvert à la main. Je restai immobile, la suivant du regard. Cette jeune fille, c'était vous. Je le sais parfaitement, je ne peux pas me tromper. Je vous regardais, gelé d'émotion, sentant que vous étiez celle que je devais rencontrer. La femme dont on accepte en la bénissant chaque mot, chaque geste, chaque sourire, celle qui peut vous perdre ou vous donner le bonheur. Je savais aussi qu'à tout prix je devais vous retenir, mais une force étrange m'empêcha de bouger. C'est ainsi que je vous ai perdu la première fois. Depuis ce temps-là, j'aime la Crimée. J'aime cette route étroite où l'espace d'un instant je vous ai aperçu pour vous laisser m'échapper. Mais la vie a été clémente pour moi. Par le plus étrange des hasards, je vous retrouve à nouveau. Si tout se termine bien pour moi, vous savez que vous n'aurez qu'un signe à faire pour que je revienne. Et à propos, j'ai trouvé sur la table de mon père ma lettre que vous avez ouverte. Et c'est ainsi qu'ayant tout compris, je ne puis que vous remercier de loin. Elle posa la lettre sur la table, et son regard voilé d'émotion se porta sur le jardin enneigé. Mon Dieu, pensa-t-elle, dire que je n'ai jamais été en Crimée. Jamais. Mais quelle importance cela peut-il avoir? Pourquoi le détromper, lui, et pourquoi me détromper? Elle rit, puis, soudain grave, cacha ses yeux derrière les paumes de sa main. Le soleil couchant brillait dans les fenêtres d'un éclat égal qui ne voulait pas s'éteindre. À bientôt pour une prochaine lecture.